Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous regarder à travers vos petits écrans. Bienvenue dans votre émission Opinion Libre. Nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à nous regarder également à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik Opinion Libre. Nous sommes très contents de vous. Comme vous le savez, cette émission Opinion Libre, c'est la vitrine à travers laquelle nous recevons plusieurs personnalités, chacun en ce qui les concerne selon son domaine. Les experts, nous avons besoin de vous ici. En tout cas, nous avons besoin de vos contributions justement pour que nous puissions tous contribuer à l'émergence mais également le développement de la République démocratique du Congo. Vous le savez, dans cette émission, nous recevons plusieurs personnalités, mais aujourd'hui, nous recevons une parlementaire qui s'appelle Honorable Maindo Gracia. Avec elle, nous allons parler également de beaucoup de choses. Vous le savez, tous les Congolais ont leur regard fixé, tourné vers l'Assemblée nationale, où se passe l'amendement de la loi électorale, où en sommes-nous aujourd'hui. Avec Honorable, nous aurons plus en 3D détails. Nous allons également parler des élections de gouverneurs. Vous le savez, ici, chez nous, en République démocratique du Congo, il y avait 14 provinces qui étaient restées soit gouvernées par les gouverneurs intérimaires, mais aujourd'hui, en tout cas, la CENI a eu à procéder aux élections, des élections, l'organisation des élections des gouverneurs. En tout cas, en ce qui concerne la province de Chopo, nous avons le nouveau gouverneur. Il s'agit de M. Tony Kapalata qui est élu, en tout cas, dans cette province. Nous allons parler avec Honorable parce qu'en tout cas, il y a plusieurs attentes qui attendent ce gouverneur. Par où faudra-t-il qu'il puisse commencer? Nous allons en parler. Honorable, je reviens à vous. Bonjour. Bonjour, c'est journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici chez nous à Canal Congo Télévision, plus précisément dans l'émission Opinion Libre. La première des questions est de savoir comment se porte votre fief électoral, la circonscription électorale de Bassoko. Merci pour la parole. Mon fief électoral se porte bien, se porte même très bien, et mon fief électoral est très très dynamique. Dans mon fief électoral aujourd'hui, parce que je suis en contact avec eux chaque jour, ce matin encore nous avons parlé, dans mon fief électoral il y a eu des ajustements dans notre parti politique, il y a eu des ajustements, nous avons maintenant de nouvelles autorités à la tête de notre fédération des Chopo 2, où nous avons les présidents de la fédération, maintenant nous avons un vice-président de la fédération et nous avons aussi d'autres autorités comme les présidents les présidents territoriaux aussi qui sont là aujourd'hui. Et donc la Chopo 2 est donc dans cette dynamique-là pour que les nouvelles autorités du MLC puissent donc commencer aussi leur travail et animer la fédération et se préparer pour que nous puissions être à l'heure, au jour, à l'endroit lors des élections de 2023. Une circonscription électorale très bouillante qui vous est acquise, nous pouvons dire ainsi, parce que vous avez eu à développer plusieurs activités en faveur de vos électeurs. Alors, nous sommes en train déjà de nous approcher vers 2023. Pensez-vous que, en tout cas, le climat s'y prête encore et que, en tout cas, les choses sont en train d'aller dans le bon sens? Oui, comme je l'ai dit, donc, dans ma circonscription électorale, ça bouge beaucoup, la dynamique est là, il y a nous sommes en train de nous élargir aussi, où nous créons des nouvelles cellules du MLC à travers les différentes entités qui sont là. Nous allons dans les villages, dans les groupements. Et donc ça se passe vraiment bien. Et surtout, nous sommes en train, comme j'ai dit, nous sommes en train de nous harmoniser pour que nous puissions soutenir la vision de notre leader à travers les institutions qui sont en train d'être mises en place. Nous aurons encore y revenir, Madame Honorable. Alors justement, l'actualité oblige. Il s'agit ici de l'élection de gouverneur. En tout cas, ça s'est passé très bien au niveau de votre province de Chopo. Et Monsieur Tony Kapalata a été élu gouverneur. À chaud, c'est quoi vos réactions? Il faut dire que ces élections nous ont tenus vraiment en haleine parce que d'abord, ça faisait déjà longtemps que nous, on attendait d'avoir un gouverneur élu, pas un gouverneur haï seulement. Et là, quand nous avons eu ce qui a fait qu'il y ait plus de chaleur dans ces élections, c'est que cette fois-ci, on avait aligné plusieurs femmes. On avait aligné plusieurs femmes, ce qui est rare dans la province, donc c'était en tout cas une particularité. Et l'une des femmes est partie au premier tour, c'est même la femme là qui avait eu 11 voix.
La sénatrice Nikomba, elle avait 11 voix. Et puis, c'était suivi par Tony Kapalata qui avait eu 9 voix. Donc, les deux sont partis au deuxième tour. Je vous assure que c'était très très palpitant. Nous avions tous envie de nous cacher parce qu'on ne savait pas ce qu'elle est arrivée. Et surtout quand maintenant on a proclamé, on a dit il y avait ex aequo des voix 14-14. Je vous assure que ça c'était terrible. Moi je ne voulais même plus que le téléphone sonne. Dès que le téléphone sonnait, je fouillais, je disais je ne vais plus répondre au téléphone parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Aujourd'hui c'est Tony Kapalata qui a été élu et retenu. Donc nous sommes heureuses parce que de toute façon pour moi personnellement, quel que soit la personne qui allait être retenue, ça allait toujours être bien. Parce que Tony Kapalata, c'est quelqu'un que nous connaissons et c'est quelqu'un qui a déjà partagé ses idées dans les différents forats, dans les rencontres. Donc c'est quelqu'un de dynamique et donc moi je crois que la province a fait un bon choix. Nos députés provinciaux ont fait un bon choix. La sénatrice Nikomba, elle n'a pas démérité parce qu'elle est partie jusqu'à la fin, il y avait que ses codes de voix. C'est parce que la loi électorale actuelle fait que la personne la plus âgée puisse être retenue. Et donc nous saluons vraiment Tony Kapalata, nous saluons les députés provinciaux, nous saluons tous les collaborateurs et toute la population des Kisangani, des Basoko surtout parce que c'est ma circonscription, mais aussi des autres territoires de la province de la Chopo. Nous sommes tous heureux et nous sommes tous décidés justement à travailler ensemble, à mutualiser nos efforts pour que notre province puisse changer, qu'il y ait le développement. Donc nous soutenons totalement M. Tony Kapalata qui a été élu et je crois que nous allons travailler ensemble pour qu'il y ait ces changements. Alors, honorable, justement parce que vous venez d'en parler, aujourd'hui, en tout cas, on a vu quand même une dame aller plus loin dans ces élections qui ont été organisées. Il s'agit de la sénatrice Madeleine Nikomba. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que femme, parlant ainsi? Parce qu'aujourd'hui, le combat de toutes les femmes sont en tout cas dirigé de voir les femmes aller plus loin. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de manière particulière de voir aujourd'hui la femme atteindre ce niveau des élections? Qu'est-ce que ça vous a fait? En tout cas, pour ma province, je suis très fière. Nous sommes fiers de notre collègue Nikomba Madeleine et nous la félicitons vraiment. Nous l'encourageons parce qu'on s'est dit que c'était pas facile. Nous l'encourageons, elle surtout parce qu'elle est partie jusqu'au bout. Mais nous encourageons aussi les autres femmes qui étaient là parce qu'il y en avait 4. Dans les autres femmes aussi qui ont été retenues, qui ont osé passer par là, vouloir déjà être candidate comme ça, comme j'ai dit dans la province, c'est pas évident. Nous n'avons pas l'habitude d'être dirigés par les femmes dans les institutions politiques et donc toutes ces femmes qui se sont prononcées, donc qui ont donné leur candidature, nous les encourageons, mais vraiment nous félicitons beaucoup notre collègue. Ça nous a fait chaud au cœur de voir qu'il y a une femme qui était capable d'aller jusqu'à ce niveau-là, parce que comme nous disons, c'est pas une province où on ne peut pas dire que ma province est macho, non, ma province n'est pas macho du tout. Mais seulement, ce n'est pas évident, surtout pour les aspects politiques, qu'on puisse avoir des femmes qui tiennent tête, qu'on puisse avoir des femmes qui font adhérer les hommes à leur programme, à leurs idées, pour que nous puissions avoir comme ça ex aequo. Et donc, vraiment, nous encourageons notre collègue et ça nous a fait très très chaud au cœur et nous espérons que la prochaine fois, peut-être une femme pourra diriger la province. Nous attendons ce moment-là. Ces moments que vous attendez tous, ça c'est très, très très bonne chose. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur le canal Congo Télévision. En tout cas, nous sommes ensemble dans cette émission Opinion Libre et nous sommes en train de recevoir honorable Maindo Gracia qui est élu de la circonscription de Basoko dans la province de la Chopo. Avec elle, nous sommes en train tout cas de parler de questions d'actualité. Nous étions en train de parler également de ces élections qui se sont déroulées dans cette province où l'on a vu le nouveau gouverneur Tony Kapalata être élu gouverneur de la province. Mais vous le savez, toutes nos provinces d'Arabie du Congo ont presque, en tout cas, les mêmes défis, les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il des particularités au niveau de la province de la Chopo? Honorable, en tout cas, nous avons un nouveau gouverneur dans votre province. Alors, il y a plusieurs défis. Alors, vous qui êtes, en tout cas, parlementaire, par où, monsieur le gouverneur, peut-il commencer justement pour déclencher le développement tant attendu si possible? Il a dans son programme, vraiment son programme est bon. Parce qu'il a pensé justement aux différents défis, il a vu. Et nous pensons que si vraiment nous entrons dans la réhabilitation des infrastructures, c'est quelque chose qui peut permettre vraiment que nous soyons
totalement ouvert. Parce que si je prends la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province, on pourrait dire que c'est enclavé. Parce que là, nous avons la nationale numéro 4 seulement qui passe par là et qui amène tout ce que nous avons pour la route Ituri. Nous avons la route Lubutu et puis nous avons toute la partie qui va vers les Isangi, les Basoko, les Yaouma. Mais on n'a pas toujours les embarcations sécurisées. Donc, ça fait que le fait qu'on n'a déjà pas les bateaux de l'État et que les gens doivent utiliser seulement les embarcations qui sont privées, mais qui ne sont pas sécurisées, ça amène... c'est un frein pour le développement parce qu'on ne sait pas comment on peut évacuer tout ce qui est produit. Parce que la province, c'est une province qui est une province agricole. Mais même la route qui va vers Banalia, cette route-là n'est pas non plus en bon état, qui va vers Banalia, donc qui arrive jusqu'au Bazoueli. Et puis la route de Opala, ça aussi qui va vers le Chouapa justement. Cette route-là non plus n'est pas en bon état. Donc au fait, on peut dire que dans la province, nous avons des gros problèmes d'infrastructures routières et nous avons des problèmes de voies d'évacuation. Donc nous pensons que si on commence par réhabiliter ce secteur-là, ça ce sera vraiment un bon levier qui peut amener un développement dans la province. Si maintenant, par rapport toujours à la province, on s'est focalisé sur l'agriculture comme étant un levier important dans lequel il faut investir, c'est sûr que nous allons aussi faire des pas de géants dans le développement de la province. Nous avons un autre problème, c'est le problème de l'énergie. Le problème de l'énergie, vous voyez, ces derniers temps, nous sommes encore revenus sur l'obscurité dans la ville de Kisangani. Déjà, nos trois groupes-là ont toujours des problèmes. Nos groupes ont vieilli et la centrale de la Chopo, qui a encore beaucoup de capacités, mais pour le moment, puisque les groupes ont vieilli et donc tout le matériel est à renouveler, tout est devenu obsolète, donc ça fait que nous avons de gros problèmes d'énergie. Et vous savez, si vous êtes dans un coin, vous n'avez pas d'énergie, eh bien le développement va être difficile parce que ça va limiter ce que vous allez produire, vous ne saurez pas transformer et conserver, vous ne saurez pas évacuer, et donc même les innovations qui vont venir vont être freinées. Et donc par rapport au changement climatique aujourd'hui, nous pensons que si nous n'allons pas vers les énergies renouvelables, qui peuvent effectivement, non seulement ça va limiter les gaz à effet de serre, mais ça peut aussi être d'espoir que la province va continuer à avoir des problèmes. Donc comme j'ai dit, si nous prenons les infrastructures routières, si nous prenons l'agriculture comme secteur de développement, secteur de production, et si nous prenons l'énergie aujourd'hui, je crois que pour moi déjà si nous allons dans ces trois piliers, nous évoluons pour aller vers la transformation de la société et vers le développement. Nous avons aussi les mines par-ci par-là. Dans la Chop, nous avons les mines du côté de Banalia et nous avons les mines dans les territoires de Basoko. Aujourd'hui, si nous mettons de l'ordre dans ce secteur minier, les exploitants miniers qui viennent, s'ils respectent les cahiers de charges, ils payent toutes les redevances à l'État et donc on respecte les cahiers de charges, c'est sûr que ça va aussi impulser de manière vraiment significative le développement de la province de la Chopo. Donc ça, ce sont quand même quelques secteurs comme ça, mais nous savons que pendant qu'on est en train de produire, pendant qu'on est en train d'avancer, il faut effectivement qu'on puisse investir dans l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un secteur stratégique qui peut changer les statuts de la population, les statuts de tout le monde, les statuts des femmes et des enfants et tout. Et donc, il faudrait qu'on puisse effectivement aussi beaucoup soutenir l'éducation, sans oublier la santé, parce que là, nous avons des problèmes de santé. Aujourd'hui, nous voyons dans la province, dans les infrastructures sanitaires, beaucoup d'hôpitaux, dans plusieurs endroits, on a peu de personnel médical, mais en dehors de ça, on n'a pas de médicaments. Et comme j'ai dit, les infrastructures sont insuffisantes. Si je prends aujourd'hui chez moi à Basoko, il y a l'hôpital général qui a été presque abandonné, parce qu'il n'y a pas non plus de médicaments. Les médecins ne sont pas payés, ceux qui sont là sont des NU. Donc on a autant de problèmes. On dire que monsieur le gouverneur a du pain sur la planche. Il a du gros pain, et vraiment du pain sur la planche. Je crois que c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes tous derrière lui, nous le soutenons, parce qu'il a beaucoup de travail à faire, il a du pain, et c'est seulement si nous mutualisons nos efforts, chacun là où il est, que nous pouvons penser que dans quelques temps, on peut aller vraiment on va sortir le pays d'où nous sommes. Okay.
Alors, honorable, quittons Tchopo justement pour rentrer ici à Kinshasa. Et plein de travail au niveau de l'Assemblée nationale depuis que l'on a eu à commencer l'amendement de la loi électorale. Et aujourd'hui, apparemment, nous sommes en train de tendre vers l'étape de la prise de grandes options justement concernant cette loi électorale. Vous avez pris part à ces séances de travail au niveau, parce que vous êtes parlementaire. Donnez-nous en tout cas en résumé comment ce travail s'est déroulé et sous quelle tension ce travail de l'amendement de la loi électorale s'est déroulé. Moi, je pourrais dire que c'était, ça a demandé une attention soutenue. Donc, nous avons travaillé dans un climat calme. Il n'y a pas eu, au début, au fait, avant qu'on entre, les gens disaient, ah, on ne sait pas ce qui va arriver vraiment à l'intérieur là-bas, peut-être qu'il y aura des bagarres. Il n'y a pas eu de bagarres, il n'y a rien eu. Le climat a été bon. Comme je dis seulement, ça a demandé une certaine attention. Du début jusqu'à la fin, vous avez vu, moi depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu des questions qui ont été comme ça débattues pendant 3 jours. Et là, on a eu 3 jours d'affilée des débats, et donc c'est pour dire que c'était vraiment important. Et contrairement aux autres débats que nous avons généralement, où on dit on donne aux gens 2-3 minutes, cette fois-ci, on avait plus de temps pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, donc ça c'était très bien. Bon, justement, honorable, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas eu quand même de climat un peu compliqué, mais on a vu lors de la première journée de cette séance de travail, on a vu quelques populations manifester à l'extérieur. Est-ce que ça ne vous a pas un peu inquiété là? Oui, c'est vrai qu'on avait eu la population qui avait manifesté, il y a eu la police, tout ça là. Oui, mais bon, s'inquiéter comme tel. En fait, nous déjà, on pensait que on était préparé à se dire on pourrait arriver et à la population, on pourra trouver plus de population, on pourra, peut-être même moi, je disais à mon mari, ben, peut-être il faut nous donner quelque chose à manger, qu'on mette des gens dans la glacière, parce que je ne sais pas si ça chauffe là-bas, peut-être qu'on ne saura pas rentrer, ou peut-être qu'il va falloir courir. En tout cas, moi, personnellement, je m'attendais déjà à tout ça. Donc là, j'ai vu que pour moi, c'était quand même relativement bien, parce que quand on est parti, la population qui était là, quelques temps après, on ne l'a plus retrouvée. Et puis, dans la salle, en tout cas, les climats, nous savons que seulement nos collègues de l'opposition, ils étaient venus et puis ils sont partis. Et puis pour le reste, nous avons bien travaillé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, effectivement, nous allons vers l'aboutissement un peu en disant justement qu'on doit lever les options. C'est ce qui va être demain. Je ne sais pas si on va finir ça en une journée ou savoir si c'est prolongé, on ne le sait pas encore. Mais dans tout le processus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu beaucoup de contributions de part et d'autre. Tous les groupes parlementaires ont eu à travailler là-dessus. Il y a eu les femmes qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu des jeunes qui ont travaillé là-dessus. Il y a plusieurs catégories des parties prenantes qui ont eu à réfléchir, à travailler, à harmoniser. Et donc tout ça, tout ce qui a été versé là, je dis surtout grâce au travail qui a été fait par le groupe des 13, ça permet vraiment qu'on puisse être orienté. Et on verra demain comment les choses vont se passer. Alors justement, honorable, parce que vous parlez, ça s'est dit, hein, le président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso, a eu à le dire, on va prendre les grandes options consensuelles. On va prendre les grandes options consensuelles. Alors pour les communs de mortels qui nous regardent maintenant à travers le canal Congo Télévision, qu'est-ce qu'on peut entendre par les grandes options consensuelles? Bon, les grandes options consensuelles, je me dis, par exemple, si je prends les 18 points qui ont été proposés par le groupe de 13, il y a des points tels que, par exemple, la publication des résultats bureau par bureau. Ça, c'est quelque chose de très très important, parce que dans les propositions, on pourrait avoir bureau par bureau, comme on pourrait juste, on ne pourrait pas publier bureau par bureau, mais plutôt on pourrait verser dans un centre qui pourrait compiler et puis publier. Et donc ça, c'est quelque chose qui amènerait quand même un changement, parce que dans la loi, dans la réforme qu'on voudrait faire, on veut qu'on publie bureau par bureau et qu'on remette directement les PV aux témoins qui seront là. Donc, ça signifie que si aujourd'hui, il y a contestation, quelqu'un va les réclamer, il pourrait venir avec déjà les PV, parce qu'il les a eus dès qu'on a fini le vote dans ce bureau-là. On lui a donné les PV à son témoin, donc c'est versé dans les partis. Donc, chaque parti ou chaque candidat verra déjà pour lui-même, pour chaque personne, où est-ce que nous sommes rendus. Une autre question sur les grandes options, c'est de voir est-ce que est-ce qu'on va rester dans la majorité simple, dans le système électoral, on sera dans la majorité simple, ou bien on va aller dans la proportionnelle. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important.
Parce que si nous sommes dans la majorité simple, donc ce sera personne par personne. Si c'est la première personne qui a eu plus de voix, eh bien c'est cette personne qui sera retenue, la seconde qui aura plus de voix, ainsi de suite. Alors que dans la proportionnelle, on voit vos voix. Vous savez que les partis, vous savez que la liste a eu, eh bien la première personne a eu ce qu'il a eu. Maintenant, les voix qui sont restées, on va voir par rapport aux autres partis qui sont là. Donc vous voyez, c'est des calculs finalement. Alors que si nous sommes dans la majorité simple, ça permet tout de suite de ne pas traîner, ça va aller plus vite. Mais par contre, quand on est dans la majorité simple, ce sont les grands partis politiques qui vont être visibles, qui vont s'en sortir. Mais les petits partis, ce que nous appelons les petits partis, ça veut dire les partis qui n'ont pas trop de membres encore, donc eux peut-être ils vont avoir plus de difficultés. Et dans notre pays, nous avons plutôt tendance à vouloir, comme nous voulons que ce soit plus inclusif, donc nous pensons que c'est peut-être mieux qu'on puisse avoir plutôt la proportionnelle pour que tout le monde puisse s'exprimer, que nous puissions avoir même un député ou deux dans d'autres partis et tout. Donc tout ça là demain, quand on va prendre les grandes lignes, les options, il faut qu'on se décide. Qu'est-ce que nous allons retenir? Donc il y a des aspects comme ça, des aspects sur les femmes. Oh là là, sur les femmes c'est grave parce que là, la parité, nous voulons tous la parité, tout le monde parle de la parité. Mais maintenant, quand nous passons dans la mise en œuvre, ça devient compliqué. Est-ce que nous allons vraiment exiger qu'on est sur les listes 50-50, 50% d'hommes et 50% de femmes? Est-ce qu'on va aller dans le 30%? Et comment est-ce que, quelles options on voit encore? Parce que pour en ce qui concerne les femmes, il y a des circonscriptions où on trouve des femmes qui sont intéressées, qui ont manifesté, qui peuvent manifester leur intérêt politique, qui peuvent être disponibles. Et dans d'autres circonscriptions, c'est pas du tout, c'est pas garanti, non, elles sont toujours intéressées, mais peut-être elles sont moins nombreuses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a comme ça des options, donc c'est vraiment ce qui peut modifier, ce qui peut apporter un changement. Nous avons par exemple un aspect comme le fait de donner quelque chose dans les élections. Nous sommes habitués, quand il y a les élections, eh bien nous avons... on donne les tricots, on donne les riz. C'est la bonne période pour avoir un peu de poulet, de Thompson, de tout ça. Bon, maintenant c'est interdit. En tout cas, dans la loi là, il y a un article qui propose qu'on ne puisse pas du tout donner de l'argent ou du matériel ou quoi que ce soit pendant la période électorale. Sauf seulement si c'est, à part bien sûr des choses comme les tricots où il y a les visages du candidat ou bien ce chapeau ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, à part tout ce qui est vraiment lié spécifiquement à l'action électorale pour les différents candidats, tout le reste là, c'est interdit. Alors que maintenant, même les gens sont à la table, se disent, mais les élections, c'est quand comme ça, dans les églises, au moins on va voir un peu de tam-tam, un peu de chaises, parce que là, les candidats, les députés, même s'ils ne prient pas, mais pendant la période électorale, là, tout le monde prie, on s'en fout. Même si dès le départ, tu n'es pas chrétien, tu t'en fous, tu vas quand même dans une église, et puis bon, voilà. Donc, les gens sont déjà habitués à ça. Mais maintenant, avec la réforme ici, c'est prévu qu'on ne puisse pas du tout aller vers ça. Donc, et la population, et les députés, si cette option est retenue, ils vont devoir changer de comportement. Donc il y a des aspects comme ça, des aspects sur la suppléance, où les gens sont habitués à vouloir que ce soit les membres de leur famille. Et puis, mais dans la loi ici, on dit non. Ça ne peut pas être les membres de la famille parce que la candidature, les sièges là, c'est les sièges du parti et pas les sièges du candidat. Mais les gens disent non, parce que les sièges, si on prend quelqu'un avec une pas habitué. On n'est pas habitué avec quelqu'un du parti, mais peut-être, on ne sait jamais, il peut toujours te tenter de vouloir te remplacer rapidement, donc il peut te tuer ou t'écarter d'une certaine manière. C'est mieux que ce soit les membres de la famille ou quelqu'un en qui tu as totalement confiance, tu maîtrises. Donc ça, là encore, c'est une option. Donc comme je dis là, je pourrais parler pendant... Je vais maintenant passer en revue les 18 points, mais sinon c'est vrai que c'est des options qui sont des options fondamentales qui peuvent amener tous les changements entre les anciennes lois électorales et la nouvelle que nous sommes en train de réformer. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous regarder. Merci. Si vous venez de nous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision. En tout cas, à travers votre émission Opinion Libre, nous sommes en train de poursuivre déjà avec cette émission. Pourquoi pas en train de chuter déjà avec honorable Maindo Gracia. En tout cas, vous venez là de suivre comment elle s'est étalée justement par rapport à ce travail qui est en train de se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ce
grand travail de l'amendement de la loi électorale, vous le savez, nous avons eu, en tout cas, grincé les dents, justement, lors des élections de 2018. Et ça nous a fait énormément des problèmes. Aujourd'hui, trop de contestations. Alors, pourquoi? Parce que la loi électorale, par moment, n'était pas, en tout cas, observée. Il y en a qui pensaient, qui estiment que c'était une loi qui était porteuse des germes des conflits. La raison pour laquelle, aujourd'hui, en tout cas, nos députés nationaux s'y attellent déjà pour pouvoir nous donner une loi potable, une loi qui puisse mettre tout le monde d'accord. Je pense que, en tout cas, c'est la loi que l'on a tous besoin parce que nous avons besoin d'un Congo qui continue à prospérer sur table. Nous venons à vous, c'est vrai, vous avez eu la présence de députés, vos collègues parlementaires de l'opposition. À un moment donné, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Et vous de la majorité, nous pouvons dire ainsi, de l'Union sacrée, vous avez continué avec le travail. Et finalement, nous sommes en train de toucher à la fin de ce travail. Alors, ces députés ne sont toujours pas rentrés. C'est quoi votre analyse et quelles sont les conséquences? Bon, je pourrais dire que c'est quand même une situation difficile. Mais vous savez, moi, à mon âge ici, quand il y a eu les 1+4, j'étais là. Et j'étais en RDC. Quand il y a eu les élections 2006, j'étais là. 2011, j'étais là. 2018, j'étais là. Et aujourd'hui, nous allons vers 2023. Et j'ai vu dans les différents processus de ces élections, il y a eu des moments justement où il y a eu le train qui a démarré sans avoir certains de ces wagons, mais le train est quand même arrivé. Justement, qu'est-ce que vous voulez dire explicitement? Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je connais en tout cas, à mon avis, la politique de la chaise vide n'a pas payé. Parce qu'il suffit seulement que pour le train là, qu'il y ait la locomotive qui avance là, et c'est fini. Le nombre de wagons derrière là, on n'a qu'à les placer. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est vrai que c'est pas... Je ne suis pas le président de l'Assemblée, je n'ai peut-être pas un rôle très très important à jouer dans tous les processus et tout, mais je pense que c'est important que nos collègues de l'opposition soient avec nous pour que nous puissions aller ensemble. Il s'agit de notre pays, il s'agit des élections de chez nous, il s'agit de nous, il ne s'agit pas d'autres personnes. Aujourd'hui, si les collègues ne sont pas là, ça va être gênant, ces élections-là. Mais ça risque malheureusement de se réaliser quand même. Je ne suis pas sûr que les élections vont s'arrêter, le processus va s'arrêter parce que les collègues ne sont pas là. Parce que comme je l'ai dit, dans ces pays, nous avons déjà vu des choses comme ça, nous avons déjà vu des partis politiques qui n'ont pas participé, qui ont refusé même de s'enrôler pour avoir la carte qui nous a servi de carte d'identité. Mais ça n'a pas empêché les élections d'être organisées. Alors, donc, honorable, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait les arrêter? Nous pouvons dire aujourd'hui que le président Bosso a échoué à son rôle légendaire, nous pouvons dire ainsi, de réunification de gens et qu'il n'a pas su, en tout cas, convaincre les députés de l'opposition de pouvoir retourner. Est-ce que le président Bosso, à son niveau, a-t-il échoué? Pour moi, j'ai dit non, pas encore, parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore trop tard. Donc pour le moment, je suis même sûr que même pendant que nous parlons ici, il y a certainement des tractations, ils se voient, ils discutent, ils acceptent, ils n'acceptent pas. Ils vont comme ça de négociation en négociation, c'est des concessions et des concessions qu'on est en train d'aller de prendre. Donc c'est la démocratie justement, c'est le jeu de la démocratie. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord, demain vous n'êtes pas d'accord, et puis vous vous asseyez, vous vous mettez d'accord, vous faites encore un brin de chemin, et puis parfois vous vous écartez, vous allez vers le même but mais de manière différente. Et donc, moi, je ne peux pas considérer que le président a échoué. Non, ce n'est pas encore tard. C'est encore disponible. Comme je dis, demain, nous avons encore la séance là pour les grandes options. Je venais de le dire. Dans ces grandes options, si nos collègues sont avec nous, je crois que s'il y a quelque chose encore à ajuster, ce n'est pas encore fini. Et après là, la loi va aller dans la commission PAG. Et dans la commission PAG, c'est généralement... Quand on discute comme ça des options d'une loi qui est si importante, c'est possible que d'autres membres puissent aussi venir apporter leur pierre à la construction. Donc c'est encore possible, même là, c'est pas encore fini. Et donc pour moi, notre président n'a pas échoué du tout. Je crois que c'est le jeu de la démocratie, il continue à aller... ils sont en train donc comme je dis, c'est le jeu politique tout simplement. Ils vont venir à un moment, nous allons partir ensemble parce qu'il s'agit de notre pays, nous voulons que ça change, nous voulons avoir des élections crédibles, des élections démocratiques, des élections inclusives. Alors honorable, parce que nous comptons chuter, l'actualité encore dans ce pays, il s'agit du tirage au sort qui est intervenu au niveau de la Cour constitutionnelle. En tout cas,
Est-ce que, personnellement, vous êtes surprise justement de voir le résultat que ça a donné le président, en tout cas Dieudonné Kalouba, a eu à ne pas être reconduit, il a quitté, il n'est pas le seul. Il y a également le juge Prince Funga, en tout cas, qui sont partis de cette grande cour du pays. Est-ce que vous êtes surprise et quelle est votre analyse quant à ça? Surprise, peut-être oui, mais je me dis non aussi, parce que dans cette question-là, ça dépend de quel côté on est, de quel côté on prend la question. Parce que nous savons que M. Luamba, il avait démissionné, il est parti. Alors maintenant, Kalouba, quand il est venu, il y a deux choses. Parce qu'il y a la fonction, mais il y a aussi les mandats. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas cette ordonnance-là devant mes yeux, je ne sais pas, quand il a été nommé, s'il faisait, donc il continuait donc avec les mandats de Luamba, parce que s'il continue avec les mandats de Luamba, donc c'est normal qu'il puisse partir. Mais si... Non, oui, mais par rapport à la fonction, non, je suis en train de m'embrouiller. Il y a donc, je disais, il y a la fonction et il y a le mandat. Pour la fonction, il a pris la fonction de Luamba. Mais est-ce qu'il a pris aussi les mandats de Luamba? Parce que s'il a pris les mandats de Luamba, donc il peut partir. Mais s'il avait juste la fonction, mais qu'il était nommé sur son mandat à lui-même, donc il n'a pas encore fait ces 3 ans, il pouvait donc rester. Et donc moi je me dis, c'est juste un questionnement. De quel côté on prend la question? Est-ce qu'on le prend sur la fonction ou on le prend sur le mandat? Donc, si on a cette réponse-là, si par exemple j'avais l'ordonnance devant mes yeux, je pourrais à ce moment-là donner une opinion définitive. Mon opinion n'est donc pas définitive parce que, comme je dis, je n'ai pas les mandats devant les yeux. Et donc je continue pour moi, pour le moment, comme ça vient juste d'arriver, je continue à glaner les informations, que je creuse, que je parle, que j'écoute, mais surtout que je puisse voir cette ordonnance. Je suis sûr que je vais certainement la voir parce que dans les réseaux, là, les gens qui travaillent dans les réseaux, ils sont forts. Donc, je pourrais peut-être voir ça et c'est seulement quand j'aurai glané toutes les informations, j'aurai tous les contours que je pourrai avoir une opinion définitive là-dessus. Mais pour le moment, donc, pour moi, je me dis, si c'est pour la fonction, bon, oui. Mais si c'est pour son mandat à lui, non. Voilà. Alors, honorable, justement, parce que nous comptons terminer cette émission, mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans que vous ne puissiez donner quand même un message, soit de réconfort, soit d'orientation à votre base qui vous regarde à partir d'Achopo, au niveau des Bassoko. C'est quoi le grand message que vous pouvez leur adresser justement pour ce numéro de l'émission? Bon, comme message de la fin, je pourrais... D'abord, je les salue tous et je les encourage. J'ai dit qu'il faudrait que nous puissions déjà nous ranger pour 2023, que ce soit les camarades qui sont dans Chopo 1, que ce soit ceux qui sont dans Chopo 2, donc tous les camarades qui sont dans toute la province de la Chopo à travers les différents territoires, que nous ne puissions pas nous perdre dans les guerres de leadership, mais que nous puissions plutôt nous focaliser sur les aspects politiques, que nous puissions que nous puissions plus mobiliser, que nous puissions plus recruter et que nous puissions nous préparer pour que en 2023, que notre parti, les MLC, redeviennent les grands partis politiques que nous connaissions, les partis qui est né dans la province, les yaya de plusieurs partis, que nous restions effectivement yaya, pas seulement en parole, mais aussi en action, et que notre leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, qu'il voit qu'effectivement, là où les partis avaient commencé, les choses continuent, nous restons toujours en tête parce que c'est très très important pour nous et pour les pays. Parce que moi je dis toujours, avec Jean-Pierre Bemba Gombo et les exploits du MLC, le Congo gagne toujours. Merci beaucoup, honorable Maindo Gracia. En tout cas, nous sommes très heureux de votre passage ici chez nous à Canal Congo Télévision, surtout dans cette émission Opinion Libre. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez également aimé cette émission qui a été réalisée par Bob Nzamba. Et nous saluons également Moron Nzambé, mais également Olivier Lungongo. En tout cas, vous êtes nombreux à concourir justement pour que cette émission soit mieux élaborée. Pour aujourd'hui,
nous limitons par là, justement avec l'espoir de retrouver ici très très prochainement Honorable Gracia avec nous justement pour d'autres questions d'actualité, mais également d'autres thématiques concernant la République démocratique du Congo, mais également nous vous aurez également d'autres invités et également d'autres thèmes seront développés à travers votre émission. Sinon, nous vous souhaitons très très bon ce programme en compagnie de votre chaîne. Ciao. Déjà fait.